Ça vient de démarrer. Si, ça va? Voilà. D'accord, Ouais. OK, impeccable. Impeccable. J'aime bien les regards des enfants sur la photo, elle est je sais pas, je ils sont beaux, hein? Mmh. Les regards sont beaux. Ils sont intrigués. Bon, bah, écoutez, on va commencer, hein. Alors ah voilà quelqu'un qui arrive, Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour, mes excuses pour le Ah voilà, retard. Laurence, voilà encore une personne. Voilà, on se disait qu'on allait commencer et puis il y a quelques personnes qui arrivent. Ouh là là. Alors il faut mettre sur mute, je le fais. Voilà. OK, et ben, écoutez, bonjour à toutes celles qui sont là et puis, voilà, on accueillera volontiers celles qui ne sont pas encore arrivées. Bonjour à Françoise et à Rania, qui ont, accepté d'intervenir aujourd'hui. Alors je rappelle juste, les objectifs de ces cafés numériques. Ils ont pour vocation à donner des clés aux administratrices, aux membres du cercle, administratrices, aux futures administratrices pour, aborder les questions numériques au conseil d'administration et à la direction des entreprises, mais dans tous les aspects du numérique, c'est-à-dire ça va de la transformation digitale qu'on va aborder aujourd'hui, à la purge des données qu'on a abordée la dernière fois avec Charlotte von Bachmann, aux aspects juridiques qu'on avait abordés la première fois, donc le cadre juridique, les responsabilités des administrateurs. Et puis, on va parler de protection des données la prochaine fois. On va parler de cloud au mois de janvier. On va parler de relations entre le conseil et la direction et la direction informatique, la direction de la sécurité informatique quand il y en a. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Il y a aussi, on va parler d'économie circulaire, on va parler d'impact environnemental. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui font partie de la responsabilité numérique des administrateurs et des dirigeants. Donc, je vais passer la parole à Françoise, qui va se présenter, ainsi que Rania. Et puis ensuite, Françoise, tu commenceras la présentation. Ça marche. Bonjour à toutes et puis merci de nous donner l'opportunité de partager l'aventure de transformation digitale chez Terre des Hommes. Alors, j'avance. Rania, je te laisse te présenter et puis après j'enchaînerai. Très bien, merci Françoise et merci Marie et bonjour à toutes. Je m'appelle Rania Abouchakra, je suis membre du conseil à Terre des Hommes et je suis le CIO de l'Organisation mondiale de la météo ici à Genève. Voilà, je suis heureuse d'être là pour répondre aussi à vos questions, que ce soit au niveau du conseil ou l'expérience que j'ai dans ma propre vie professionnelle. Françoise, à toi. Oui, merci. Donc, je suis Françoise Lamotte, je travaille chez Terre des Hommes depuis 2 ans dans un nouveau poste qui a été créé avec mon arrivée en tant que directrice du digital, des données, de l'innovation et de l'IT. Ça fait je comptais ce matin, ça fait presque 16 ans que je travaille dans la transformation digitale. Je l'ai fait toute ma carrière dans le secteur privé. J'ai commencé en 2007 en étant la première Chief Digital Officer du groupe AXA. Voilà, donc j'ai un peu suivi toutes les vagues de transformation technologique depuis plus de 15 ans. Alors, je vais d'abord vous présenter un petit... Excuse-moi, Françoise, j'ai oublié d'excuser Barbara Interman qui devait être avec nous, la directrice générale de Terre des Hommes qui devait être avec nous, mais qui a eu un empêchement, un voyage à l'étranger, et donc qui n'a pas pu se joindre. Voilà, je te repasse la parole. Parfait, parce qu'effectivement, au départ, on s'était dit que c'était intéressant d'avoir
les trois perspectives, mais je vais combler le vide. Terre des Hommes, si vous ne la connaissez pas, c'est une fondation suisse d'aide à l'enfance qui a plus de 60 ans d'existence. En 2022, voilà, nous avons été actifs auprès de 7 millions d'enfants, soit en direct, soit via nos partenaires. Nous sommes actifs dans une trentaine de pays. Et nous avons 3 programmes principaux, c'est-à-dire que notre mission, c'est vraiment des missions de développement. Donc, nous aidons les pays à mettre en place des systèmes de santé qui vont permettre d'améliorer la performance des soins vis-à-vis des enfants et des mamans pendant la grossesse. Notre deuxième programme, c'est le soutien aux enfants en migration. Plus de 30% des migrants dans le monde sont des enfants, des mineurs. Donc là aussi, notre intervention, elle est envers des enfants eux-mêmes, mais aussi d'accompagner les systèmes pour protéger ces enfants en migration. Et le troisième programme, c'est la justice, où là, effectivement, on travaille beaucoup avec les professionnels de la justice, les gouvernements, pour mettre en place des systèmes judiciaires adaptés aux mineurs. Tous les pays dans le monde n'ont pas forcément de justice juvénile. Et dans certains pays, vous avez des enfants de 9 ans qui se retrouvent dans des prisons, souvent parce qu'ils étaient là par hasard. Voilà. Donc nos actions, elles sont vraiment un peu moins dans l'urgence et beaucoup plus dans le développement de systèmes durables. Alors, juste un mot sur notre mission, hein. Notre aspiration, c'est que les enfants aient tout simplement le droit d'être des enfants, avoir les droits fondamentaux, l'accès à l'eau potable, à l'éducation, ne pas travailler, ne pas être marié de force. Enfin voilà, c'est vraiment notre mission, c'est que les droits de l'enfant soient respectés. Et comme je l'ai dit, on intervient dans une trentaine de pays. Un petit peu en Amérique latine, Afrique, le Sahel, le Moyen-Orient, l'Asie, et puis également le Moyen-Orient, et puis, pardon, j'ai déjà dit Moyen-Orient, mais aussi l'Amérique du Sud. l'Europe, à la fois sur les sujets donc, de mise en place de l'Europe de l'Est, le soutien psychologique dans des terrains comme vous pouvez l'imaginer, comme l'Ukraine, la Palestine. Bon, là, c'est pas en Europe, mais voilà, on est très mobilisés actuellement. Et puis, les systèmes de justice juvénile. Et puis, évidemment, l'Europe, c'est aussi la porte d'accès de migrants. Donc, on est aussi voilà, dans les camps de réfugiés, etc. Voilà. Donc, vous voyez, on a un périmètre d'intervention qui est assez large. Alors, comme je l'ai dit, en 2021, il y a une décision au niveau de la direction générale de renforcer la digitalisation, l'innovation au sein de cette fondation qui, comme je vous l'ai dit, est des vieilles de 60 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon organique et de se dire que vraiment la transformation digitale, ça doit être un des éléments clés de notre stratégie. Nous souhaitons donc que la digitalisation et les données nous aident à être plus efficaces au service des bénéficiaires et aussi, vous le verrez dans certains cas, c'est aussi être plus efficace et aussi de pouvoir atteindre un nombre beaucoup plus important de bénéficiaires. Donc, on travaille vraiment sur comment est-ce que le digital peut être au service de notre mission. Et donc, les enjeux pour nous, ils sont à différents niveaux. Alors, la première, c'est comment justement déployer des solutions numériques pour augmenter l'impact de nos interventions. Deuxièmement, on en a déjà parlé, il y a un vrai enjeu pour nous de sécuriser la collecte des données. Je dirais que le sujet il est encore plus critique dans notre secteur puisque les données que nous avons, ça peut être évidemment des données médicales quand on est dans la santé, mais aussi des données d'enfants en migration, de réfugiés. Et on l'a déjà vu dans d'autres organisations, si ces données tombent dans de mauvaises mains, ça peut avoir des conséquences critiques. C'est vrai que souvent on dit, bon, protection des données, problème de réputation, coût financier, mais là, en plus, ça peut être voilà, des impacts sur la vie des bénéficiaires. Donc, vous comprenez que c'est
c'est un sujet sur lequel on porte énormément d'attention. Après, on a un vrai enjeu, je dirais, d'efficacité interne. Quand je suis arrivée, donc mon département n'existait pas. Il y avait je dirais, chaque fonction faisait ses propres projets informatiques. La RH faisait ses projets informatiques. La communication avait ses projets informatiques. Donc tout le monde, il y avait un petit peu de dispersion. Chacun sélectionnait ses logiciels. On n'avait pas d'architecture de données vraiment structurée. Voilà, c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un système d'information qui est une jolie mosaïque, qui n'est pas interopérable, comme on le dit, voilà, et on voit que, et encore très, très manuel. On fait beaucoup de choses sur Excel, on fait beaucoup d'envois de fichiers par mail. Enfin, vous voyez, on est enfin, je dois le dire, comment dire, c'était une de mes grandes surprises. La première chose que j'ai dite, c'est, ouais, je suis un peu surprise. J'avais l'impression de retourner à la préhistoire de l'informatique quand je suis arrivée ici. Bon, je venais d'un univers qui était très différent, mais voilà, on n'est quand même pas très avancé dans notre fondation. Voilà, donc on a aussi un gros sujet de mettre en place des processus, automatiser, standardiser, simplifier, et puis pour avoir voilà, une efficacité interne meilleure. Et quand on revient à la donnée, en fait, l'enjeu pour nous par rapport à la donnée, c'est pas seulement de la protéger, mais aussi de l'utiliser à bon escient. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. C'est des choses qu'on a déjà commencé à faire. Je vais vous le montrer tout de suite. On collecte des millions de données et nous, on travaille déjà, même si on est encore un peu à l'âge de pierre sur certains aspects. Sur d'autres aspects, on est un peu à l'avant-garde puisque on travaille aussi sur des modèles de machine learning et des choses pour vraiment qu'on puisse extraire l'intelligence de ces données. Alors, je vais passer tout de suite à vous donner un exemple, juste pour vous donner le contexte. Donc ça, c'est notre, je dirais, notre projet phare en termes de digitalisation dans les pays. On travaille depuis une dizaine d'années avec le Burkina Faso. Alors, juste pour vous donner un peu le contexte, c'est parce que moi, je veux dire, je n'étais jamais allée dans ce genre de pays, dans ce genre de contexte, mais dans ces pays voilà, du Sahel, les systèmes de santé sont quand même très rudimentaires. Il y a des centres de santé qu'on appelle centres de santé primaires qui sont dispersés dans le pays. Et les agents de santé, donc qui opèrent les consultations en général, n'ont pas de formation médicale. Ce sont, je dirais, des fonctionnaires qui ont été recrutés. Ils ont un grand listing papier où ils ont un protocole à suivre. Donc, quand une maman vient avec son enfant, bah, il pose les questions, il enregistre sur le papier, et puis voilà, la consultation se fait comme ça. Donc, on a des enjeux de qualification, on a un enjeu de qualité des consultations. On a un enjeu aussi des données, parce qu'en fait, ces données, elles restent sur le papier, puis on ne les consolide pas. Et les gouvernements, ils veulent savoir ce qui se passe sur leur population. Voilà. Donc, on avait voilà, tous ces sujets. Et donc, il y a déjà une dizaine d'années ou 8 ans, nos équipes se sont réunies et ont commencé en fait, ça a été de l'innovation et un peu des concours de circonstances, comme ça se passe souvent dans l'innovation. On était parti sur une idée, puis finalement, on est arrivé à autre chose. Et on a donc digitalisé cet outil de diagnostic. Alors, il y a plein de protocoles maintenant. Il y a le suivi de la grossesse, il y a la détection des maladies infantiles, il y a des modules également sur ce qu'on appelle gender-based violence, donc les violences conjugales. Enfin, voilà, il y a plein de modules à la nutrition, il y a plein de modules qui se sont greffés sur cette application. Et donc, maintenant, les centres de santé primaire au Burkina Faso sont équipés par cette solution digitale qui est une tablette et que les agents utilisent pour conduire les consultations. Donc, je m'arrête là. On a une petite vidéo de 2-3 minutes qui va vous montrer comment ça fonctionne. Voilà.
Je vais arrêter là. La vidéo est déjà un petit peu, comment dire, elle date un petit peu puisqu'aujourd'hui, et en fait, je mets à jour les chiffres tous les mois. On a plus de 20 millions de consultations qui ont été effectuées avec cet outil. Et comme vous l'avez dit, comme vous l'avez vu, pardon, il y a des résultats très tangibles puisque on a vu par exemple 15% de réduction dans la prescription d'antibiotiques et puis une meilleure qualité des diagnostics. Alors, je vais vous montrer également comment on utilise IEDA du coup de façon interne. Donc ça, c'est des études qu'on fait pour surveiller la qualité des diagnostics et ça nous permet donc d'intervenir auprès des agents de santé si on détecte que dans certains centres ou certains mêmes agents ne font pas les bonnes mesures, si on trouve trop comment on dit, des outliers, donc des mesures qui ne sont pas dans la norme. Ça nous permet d'agir de façon beaucoup plus ciblée et de renforcer donc la formation sur ces agents qui en ont besoin. Donc ça, c'est comme ça qu'on améliore le système, c'est en se focalisant nos efforts de formation sur les personnels qui en ont besoin. Et puis, comme je l'ai dit, on travaille sur du machine learning. Donc ça, c'est un modèle qu'on a développé sur la base de toutes ces consultations. C'est un modèle prédictif qui permet de détecter l'apparition de la malaria. Et donc, quand on sait à peu près quand ça va se produire et où, ça permet de mieux organiser la réponse, distribution de moustiquaires, stockage de médicaments. Donc voilà, cette donnée, elle est aussi utilisée pour améliorer le système en général. Voilà. Donc ça, c'est un très bel exemple. Et puis, on est en train de le déployer dans 5 autres pays, notamment donc, en Afrique subsaharienne, mais aussi en Inde. Et comme vous pouvez imaginer, en Inde, les chiffres, ils sont exponentiels parce que la population, elle est très importante. Voilà. Donc, alors, je dirais par rapport au contexte que j'ai décrit, pour moi, en arrivant, l'important, c'était déjà de structurer cette démarche de transformation digitale, d'évangéliser, de mobiliser l'organisation. Vous l'avez vu, on intervient dans des contextes où parfois il n'y a pas Internet, il n'y a pas de tablette par d'ordinateur. Il y a dans certains pays une absence de culture digitale. Et puis, dernier point, comme on a beaucoup d'ambition et qu'on voit tout le potentiel, pour moi, l'enjeu dans une organisation qui est toujours en ressources très contraintes, c'était de démontrer l'impact de ce qu'on fait pour ensuite pouvoir continuer et développer cette activité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à mon arrivée? La première chose, ça a été de créer ce département et bien de clarifier les missions. Donc, 5 missions principales pour moi. La première, c'est une mission, je dirais, un peu classique de support informatique, s'assurer que dans le monde entier, on a un poste de travail sécurisé de la même façon. On a eu un gros effort pendant 3-4 ans qu'on a appelé connectivité du terrain, donc pour équiper tous nos points de travail avec de la connexion Internet, parce que si on veut faire des échanges de données, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas de connexion. Donc l'effort de digitalisation, comme je l'ai dit, se passe à 2 niveaux. Il y a toutes les activités sur le terrain, mais aussi les fonctions support. La gestion des données, donc protection des données, gestion du cycle de la donnée, je vais en parler après, l'innovation, et puis la gestion des connaissances. Voilà. Donc ça, c'est le périmètre de ma fonction tel que je l'ai à la fois hérité dans ma description de poste, mais aussi, je dirais, j'ai eu la chance, comme c'était un nouveau poste, de pouvoir la façonner par rapport à ce que j'avais comme vision. Donc, pour chacun de ces piliers, on a défini des stratégies qui ont été développées au fil de l'eau. Elles sont toutes maintenant claires. Elles ont été validées par, d'une part, le comité de direction, mais le conseil aussi. Voilà, donc je dirais maintenant, les stratégies sont claires. On est plus en phase maintenant d'exécution. On a un cycle stratégique qui allait de 21 à 24. On va se préparer au cycle 25-28.
Mais pour ce qui me concerne, c'est plutôt de la continuité avec des ajustements marginaux parce que je pense que d'abord, les directions, elles sont bonnes et puis d'autre part, il y a encore beaucoup à faire, donc on ne va pas aller chercher des nouveaux piliers. Alors, je l'ai dit, par rapport à l'organisation, donc moi, quand je suis arrivée, j'ai récupéré des bouts de personnes qui étaient dispersés. Il y avait un bout, il y avait l'équipe informatique qui rapportait à la RH, il y avait un bout de business analyst qui rapportait à la direction générale, il y avait le knowledge management qui rapportait à la qualité et redevabilité, l'innovation avait disparu, enfin voilà, ça a été un peu dispersé. Donc déjà, il y a eu un effort d'organisation. Et puis, par rapport à ce sujet de la donnée qui pour nous, enfin pour moi, devenait vraiment crucial, il y a eu l'idée de créer ce que j'appelle le Data Center of Excellence, donc une équipe centrale qui a la mission vraiment de travailler sur la donnée dans toutes ses facettes, donc l'aspect protection des données, l'aspect gestion du cycle de la donnée, comment on la collecte, où est-ce qu'on l'héberge, qui a accès, puis quand est-ce qu'on la détruit, parce que ça, c'était un enjeu chez nous aussi. On se rend compte qu'on a des fichiers ou des enquêtes de bénéficiaires qui sont encore quelque part, et puis le project manager a disparu, le projet s'est arrêté, mais on a quand même beaucoup de choses qui flottent, donc ça, c'est un vrai enjeu. Après, comme je l'ai dit, on a des vrais besoins de développer ce qu'on appelle la business intelligence, donc d'avoir beaucoup plus de reporting, de management pour savoir où on en est. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est la data science, c'est ce que je vous ai montré avant, avec l'utilisation du machine learning, des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir extraire de la valeur ajoutée, soit pour l'interne, soit pour les bénéficiaires. Alors là, elle est un peu dans cette slide, mais c'est juste pour dire aussi, puisqu'on parle des conseils d'administration et de la gouvernance, j'ai aussi mis en place des processus et de la gouvernance sur chacun des piliers. Un comité des risques, ça commence par là. Et donc, tout ça, c'est évidemment reporté via le pilotage des risques institutionnels vis-à-vis du conseil. Et puis, voilà, des comités de pilotage sur chacun de ces piliers, que ce soit la digitalisation, la gestion des données, l'innovation et le knowledge management. J'ai également mis en place un reporting qui a lieu tous les 2 mois vis-à-vis du comité de direction. Enfin, voilà, c'est toute une structuration. Donc, ça, c'est au niveau de la gouvernance. Et puis aussi, créer des relais dans les pays, puisque, comme je l'ai dit, on est dans 30 pays. Et si, je dirais, cette gouvernance ou cette organisation, elle reste au siège, elle ne va pas aller très loin. Donc, on a, alors dans la plupart des pays, on a déjà des équipes IT. Alors, quand je dis des équipes, c'est parfois une demi-personne qui est partagée avec autre chose. Mais bon, on a ça, mais on a mis en place donc, des data focal points, donc des personnes qui sont formées à la protection des données dans chacune des délégations, puisque, bon, en Europe, la RGPD, évidemment, la loi suisse de protection des données et puis les lois locales, on se doit vraiment d'être en conformité. Donc ça, c'est un effort qu'on a vraiment poursuivi cette année sur la nomination des focal points et leur formation. Sur l'innovation également, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a développé des innovation champions dans chaque délégation et sur le knowledge management également. Voilà. Donc, c'est une organisation, je dirais, très centralisée au sens de les normes, les politiques, les standards, elles sont définies à mon niveau ici, mais on a une organisation avec des relais qui permettent de les rendre en fait visibles et actives sur le terrain. Je vous donne juste un exemple parce qu'on parlait de collecte des données. Ça c'était un vrai sujet. Moi, j'ai quelqu'un qui est rentré un jour d'une mission en Afghanistan et puis il m'a dit Françoise, il faut juste que tu saches qu'il y a des listings de bénéficiaires, des listings papier qui sont sous l'escalier. Enfin, voilà, on est à ce niveau-là. Donc, on a commencé à dire voilà, dans tel cas, c'est tel outil, dans tel autre cas, c'est tel outil, etc., etc. Donc, déjà de donner des cadres, de fournir des outils digitaux pour que les choses soient beaucoup plus standardisées avec des vrais outils qui sont contrôlés et normalisés. J'ai parlé de la formation, super important.
Donc là aussi, c'est une des réalisations de cette année. On a mis en place une plateforme Internet accessible à nos 2000 employés dans le monde. Et vous voyez, on a lancé une première campagne cybersécurité qui a été réalisée par 87% du staff, et puis une campagne data protection qui a été faite par 77% de notre staff. Voilà. Et c'est des choses qu'on va renouveler régulièrement parce que ça s'oublie vite. Voilà, donc ça aussi, c'est une plateforme digitale déployée pour faire de la formation à bon escient. C'est également une chose qu'on a mise en place. Et voilà, j'ai passé un peu vite, mais je vais laisser la parole à Rania pour qu'elle partage sa perspective vue du conseil d'administration. Merci. Merci Françoise. Merci beaucoup. Oui. Non, Alors voilà, moi j'ai rejoint le comité de fondation, le conseil de fondation en 2021. En fait, c'était vraiment en relié avec la création de postes et l'ambition de l'organisation de se lancer dans la digitalisation pour qu'on ait une accélération de notre mission. Et donc, au début, en arrivant, j'ai travaillé assez proche de Françoise. Voilà, c'est Françoise qui a mis en place cette stratégie de digitalisation et d'innovation, et j'ai pu la soutenir au niveau du conseil. Maintenant, le rôle du conseil, je voulais juste m'assurer qu'on est toutes au clair du rôle du conseil dans la gestion de l'organisation elle-même. C'est vrai qu'on a un rôle à jouer qui est très important. Par contre, on essaie toujours de ne pas rentrer dans l'opérationnel. Donc, c'est pour ça, ça nous donne cette vision un peu au niveau de ce qui se passe. On peut un peu se tirer, diriger sans trop commander là où on veut aller. Donc, on a un rôle assez clé dans la gouvernance de la transformation digitale en veillant sur qu'elle soit alignée aux objectifs stratégiques. On peut venir avec des idées assez créatives et imaginaires sur ce qu'on peut faire avec l'innovation et la digitalisation. Et le rôle du conseil de la fondation, c'est de ramener aux objectifs de l'organisation elle-même. Déjà, dans la vision stratégique, le conseil avait un rôle très important déjà à valider la stratégie de Françoise et la stratégie globale de l'organisation. Il faut se dire, en regardant et en lisant un peu la stratégie Terre des Hommes pour cette période financière là où on a une ambition très forte, que ce soit sur les 3 axes de migration, santé, justice, ou même de mettre en avance Terre des Hommes comme l'organisation qui est à la pointe de la technologie et qui peut ramener d'autres partenaires avec nous. Donc, l'IDEA, c'est un bon exemple, mais on peut aussi regarder beaucoup d'autres exemples là-dessus. Après, c'est vraiment, une fois que la vision a été faite, il y a beaucoup de discussions qui sont continues entre le conseil et le comité de direction pour la mise en place efficace de cette stratégie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans le détail du budget alloué, mais c'est vrai qu'on a une visibilité. Et donc, on peut être le pivot des décisions quelque part si jamais on voit qu'on a besoin d'un budget un peu plus important. Mais pour l'instant, on ne rentre pas dans le détail de comment Barbara, avec son équipe, il gère le budget. On demande une évaluation du progrès. Normalement, on définit les KPIs pour voir si ces projets-là et le progrès de l'implémentation de la stratégie est constant. Et à ce moment-là, c'est là où on intervient aussi pour un peu aider dans la réflexion si jamais on a du retard ou si jamais on sent que les KPIs ne sont pas remplis. Et les KPIs ne sont pas seulement liés à la stratégie digitale, mais à la stratégie globale de l'organisation et comment la digitalisation va aider l'organisation à
aboutir et avoir des résultats qu'on demande. Après, c'est vrai, Françoise en a parlé, on a une vue assez importante des risques de l'organisation. Donc, c'est là aussi où on a un rôle à jouer, pas seulement en matière de sécurité informatique, mais aussi la conformité, la réputation de nos systèmes, mais aussi en général comment nos opérations, parce qu'il y a toujours ce cercle, si on voit qu'il y a des risques sur quelques opérations, peut-être l'innovation ou la digitalisation peut aussi limiter ces risques. Donc, on est toujours dans cette réflexion avec le comité de direction. Et finalement, c'est vraiment une supervision pour une implémentation socialement responsable et éthique. Et si on regarde notre code of conduct, on peut voir que la sauvegarde des personnes bénéficiaires sont au centre de nos attentes et de notre revue de risque. Donc ça, on le met à une importance très importante. Voilà, c'est voilà le rôle en général. Voilà, François, je te repasse la main. Merci Rania. En fait, moi, ce que je propose, si vous voulez, c'est peut-être plutôt d'ouvrir aux questions. Donc, Marie, je ne sais pas si c'est toi qui facilite en voyant les mains levées. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de questions. En tout cas, moi, j'en ai plusieurs. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre une question? Sinon, je peux commencer. Veut poser une question? Je peux. Ah, Charlotte. Vas-y, Charlotte. Oui, merci beaucoup. C'était super intéressant, très, très, très clair et je pense très utile pour nous de vraiment bien comprendre le rôle du conseil. J'avais une question pour vous, pour le futur en fait de cet outil et qu'est-ce que vous en pensez de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est quelque chose maintenant que vous pensez aussi, je veux dire, même utiliser même plus qu'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors en fait, on est en train de développer des partenariats avec un certain nombre d'académies, le PFL, ETH Zurich, HEI Vaud, et je réfléchis, on a encore l'Université de Genève. Donc effectivement, on a notre équipe Data Science qui est toute petite, et puis on développe des partenariats donc avec des universités pour développer encore plus cet aspect des choses parce que on a beaucoup d'opportunités, on collecte beaucoup de données. Alors j'ai parlé de la santé, mais on peut aussi regarder, par exemple, on a beaucoup de sujets aujourd'hui pour voir comment le changement climatique peut impacter la santé des enfants, par exemple, ou comment ça peut impacter les migrations. Donc, en fait, on est justement en train on a déjà une liste de sujets potentiels où on voit que on a beaucoup de matières, pas forcément en utilisant nos propres données, mais en utilisant aussi des données publiques, pour générer plus d'insight et d'intelligence et pour pouvoir nous aider, encore une fois, à rendre nos interventions plus pertinentes. Donc oui, absolument, c'est un des axes de développement sur lesquels on investit. Et comme, alors on n'a pas parlé des chiffres, mais nos budgets sont même pas maigres, nos budgets sont, je ne sais pas comment dire, presque inexistants. En fait, c'est là que c'est un peu compliqué parce que on est toujours obligé d'aller chercher à la fois des sujets de recherche, des intervenants, mais aussi d'aller chercher des sous parce que si on n'a pas de financement, on ne peut pas faire ces projets. Donc ça, c'est un peu, je dirais, la contrainte majeure que pour chaque projet, s'il n'est pas financé, il ne se fait pas. Voilà. Merci Françoise. Je vais passer la parole à Charlotte. Peut-être qu'on peut enlever la présentation, le partage de présentation pour que voilà qu'on ait plus que l'écran soit plus qu'on se voit tous. Et Charlotte, pendant ce temps-là, tu peux poser ta question, Charlotte von Bachmann. Bonjour à toutes les deux.
J'aurais plutôt une question pour Madame Abou-Chakra. Donc, on comprend que le conseil de fondation est intervenu pour regarder cette stratégie digitale en coordination avec la stratégie globale de Terre des Hommes. Comme nous ne sommes pas les petites souris du conseil de fondation, j'aurais souhaité que vous partagiez au moment de cette discussion sur la stratégie digitale, quels sont les principaux sujets de conversation au sein du conseil? Est-ce que des sujets budgétaires, des sujets stratégiques? Quel est le point sur lequel vous avez le plus discuté dans le conseil de fondation? Et probablement avec des experts dans différents domaines, avec des profils très différents dans la constitution du conseil de fondation. Merci pour ta question, Charlotte. En fait, très intéressant. Et vous avez bien ciblé le rôle de chacun dans notre conseil. On a des juristes, on a des pédiatres, on a des politiciens, on a des journalistes et on a des chercheurs de fonds. Et vous pouvez déjà imaginer que chacun de nous voit cette digitalisation et ce que l'informatique peut amener d'une façon différente. On sait que les chercheurs de fonds, c'est la première chose qu'ils ont demandé, quels sont les profils des personnes qui sont intéressées, comment on peut aller chercher plus loin. Et ce n'est qu'en collectant ces données qu'on peut les analyser. Donc, c'est ce que Françoise a fait référence dans un de ses slides. Le côté IT, c'est de voir jusqu'à où on peut aller. Pour moi, il y a beaucoup dans un monde où les fonds sont très restreints aujourd'hui et on est en compétition, il faut le dire, entre différentes organisations. Être les premiers à lancer des outils IT, ça va accélérer avec peu de ressources, ça va accélérer notre mission et notre mandat. Donc ça, c'est ma vue dans ce qu'on fait. Bien sûr, il y a aussi la sécurité des données et aussi l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut imaginer l'intelligence artificielle nous aider dans toutes les règles autour de la migration. On peut dire ça, c'est super facile. Si toute personne a accès à un outil informatique, il suffit de chercher un peu ses droits et on peut les mettre en place. Donc, moi, j'ai aussi cette envie et cette ambition qu'on aille un peu plus loin. On a après les pédiatres qui voient dans l'IDEA le futur de Terre des Hommes, puisque c'est un outil qu'on va mettre dans les mains de toute personne spécialisée pour aider de plus en plus de personnes. Donc, on a une visibilité, une vision et des perspectives différentes sur le travail que Françoise fournit pour l'organisation. Maintenant, il y a toujours ce souci de comment s'assurer que l'investissement dans IT ne vient pas de suite. Hein, ça a besoin d'un peu de temps. Donc, cet argent qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on le met tout de suite sur le champ ou est-ce qu'on donne à Françoise pour qu'elle puisse développer? Et c'est là un peu aussi les discussions qu'on a. Et Françoise fait un travail magnifique parce qu'elle est en train d'aller chercher des partenaires qui peuvent nous aider sans beaucoup amener de fonds. Donc voilà, ça c'est le côté un peu de recherche de fonds. Et on a les juristes avec nous. Et les juristes, c'est toujours avec cette idée de comment on va protéger. On a vu l'année dernière une grande faille de sécurité qui a mis en danger pas mal de réfugiés. Ben, c'est dans notre esprit aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on digitalise et que ces données se retrouvent dans un cloud qui peut à n'importe quel moment peut être attaqué. Donc voilà un peu comment on gère, mais ce qui est, ça fait plaisir à voir, et moi je peux comparer avec les autres organisations dans lesquelles j'étais, la stratégie numérique est dans notre stratégie. Donc ça veut dire que nous, on a cette ambition que l'organisation devient vraiment une des organisations qui est à l'aide de l'enfance, qui va le plus loin avec l'innovation et la digitalisation pour qu'on accélère notre monde.
Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Alors, Anna avait levé la main. Je ne sais pas si Anna a toujours une question à poser. Mais merci beaucoup. Non, la question a été posée plus ou moins. Donc, A été j'avais posée. la même. Ouais, c'est ce que je me dis. J'avais la même. Je voulais être invisible dans un conseil d'administration pour voir un petit peu les dialogues, les débats, un peu comme Charlotte a posé comme question, pour voir pourquoi privilégier ce outil et pas un autre, et les priorités, les débats, et pourquoi ce pays et pas un autre, tout ça. Comment se fait le arbitrage? Je peux peut-être répondre là-dessus, parce que, et puis en plus, j'ai la chance d'assister au conseil, donc en plus, je suis la petite souris. Mais en fait, les financements, c'est pas nous qui les décidons. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré, YEDA, ça a été financé par différentes fondations, dont la Bill Gates Foundation. Donc en fait, si nos équipes au Burkina Faso trouvent les financements, le projet continue. Si on n'a plus de financement, ça s'arrête. Notre degré de liberté à nous, par rapport à la digitalisation, c'est sur nos systèmes support. C'est-à-dire que cette année, j'ai un budget qui est la moitié de celui de l'an dernier, qui était déjà pas très gros. Est-ce que je renforce mes applicatifs finance ou mes applicatifs RH? C'est ça notre décision au siège. Mais en revanche, si demain on a à nouveau Bill Gates Foundation qui dit je vous donne 5 millions pour développer YEDA au Bangladesh, on ne sait rien. Ben, on ira faire YEDA au Bangladesh, vous voyez. Donc, il faut faire attention parce que tout ce qui est les projets terrain, c'est des financements qui viennent, de l'extérieur et qui sont ce qu'on appelle liés ou dédiés, c'est-à-dire que l'argent, il est pointé directement sur ces projets. Donc, charge à nous d'avoir effectivement des propositions qui sont intéressantes, qui démontrent leur impact pour attirer plus de financement, d'accord? Donc, si on montre que YEDA au Burkina a fait des trucs super, on a plus de chances de trouver des financements pour le faire dans d'autres pays. Mais encore une fois, tous ces projets terrain, ils sont financés donc par l'aide internationale. Aujourd'hui, j'ai fait un petit calcul rapide. Je pense on a à peu près 250 projets terrain par an et il y en a entre 10 et 15% qui ont une composante digitale comme YEDA. Voilà. Le reste, c'est un peu plus traditionnel. D'accord. Voilà. Mais bon, je fais ce point de clarification parce que voilà, moi, je ne connaissais pas l'humanitaire avant, je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. Il faut bien comprendre que tout l'enjeu chez nous, c'est le financement, mais qu'il y a des financements qui sont hyper pointés, et ceux-là, c'est pour un projet précis. Et puis, il y a des financements qui sont ce qu'on appelle un peu plus libres. Et là, c'est là qu'on peut décider si on remplace notre fichier Excel par un software pour gérer la finance terrain, par exemple. Voilà. J'espère que c'est clair. Hein. Rania, vous vouliez dire un mot ou non là-dessus? Non, c'était sur le commentaire d'Anna pour le choix de pays, etc. Donc, je voulais un peu dire ce que Françoise a dit, c'est que vraiment, s'ils sont liés, ben, on y va. Si on a notre budget, c'est vraiment pour les procédures en interne. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous parlez de digital à chaque conseil d'administration? Digital au sens large. Et puis, la deuxième question, c'est j'imagine que vous avez enfin, comment vous gérez le fait que Internet, ça ne marche pas toujours? Il peut y avoir des coupures d'électricité. Et comment vous gérez ça? C'est-à-dire, c'est quoi les solutions de recours? Voilà, c'est, j'imagine, un problème quotidien dans les pays où vous intervenez. Je laisse Rania répondre à la première, puis je prendrai la deuxième. Oui, très bien. Alors, au niveau du conseil, c'est vrai qu'on a des agendas assez précis. Notre rôle est de valider les rapports financiers, c'est aussi de regarder les opérationnels. Dans la partie où on a rejoint Terre des Hommes, il y avait une refonte de tous les policies, tous les polices et tous les revues de tout le fonctionnement de Terre des Hommes. Donc, c'est vrai que
on a des agendas assez précis. On se retrouve 6 fois l'année avec une retraite de 2 jours pendant cette année-là. Et on consacre 7 journées tous les 2 mois presque pour un peu une revue de tous les sujets. Donc, c'est vrai que la digitalisation n'est pas un point qui est sur l'agenda chaque fois, mais il y a l'avancement présenté par Françoise, il y a aussi la revue des risques, il y a la revue de là où le conseil doit intervenir, mais ce n'est pas un point sur l'agenda continu. Et donc, la deuxième question, tu oui, voulais… la deuxième question, le mode dégradé, Oui. mais je pensais aussi à une autre question, mais ce n'est pas grave. Okay. Allez-y. Sur le mode dégradé, c'est-à-dire que en fait, on a des outils qui sont en mode déconnecté, donc ça veut dire que la saisie des données se fait en mode offline. Et puis, quand la personne se rend dans une localité où il y a Internet, c'est là qu'elle peut faire un upload de données. C'est en général comme ça que ça fonctionne. Mais encore une fois, depuis 3 ans, on a maintenant vraiment déployé de la connexion et presque tous nos sites maintenant ont un accès Internet. Ça, c'était un gros investissement. Dans certains pays, c'est par satellite. Enfin voilà, il y a encore des sujets où c'est pas réglé, mais de plus en plus, on va vers ça. Néanmoins, parce que Internet, malgré tout, c'est très instable. La plupart de nos applications sur le terrain, elles sont encore en offline et on se connecte quand on peut. Ouais. Donc, en fait, la question que je voulais poser, c'était les compétences au conseil d'administration. Donc, je comprends qu'il y a des compétences digitales au conseil d'administration, mais est-ce qu'elles sont… Enfin, je veux dire, est-ce que le conseil d'administration est formé à ces questions digitales ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure que Françoise intervient ou que vous intervenez? Voilà, c'était juste… Et puis après, Nadine, tu prendras la parole. En fait, j'ai rejoint le conseil parce qu'il cherchait quelqu'un qui a cette expertise-là. Et c'est vrai que dans la plupart des réunions, il y a des questions super précises sur ce que fait la digitalisation et c'est là où j'interviens. Mais la plupart, nous avons, la plupart du conseil, nous avons cette vision parce que c'est la seule qui va nous sauver dans ce contexte où les fonds sont peu disponibles. Et s'ils sont disponibles, il y en a plusieurs priorités dans la tête des gens. Donc, c'est vrai qu'avec les différentes guerres qui sont survenues, on a vu quelque part l'attention virer un peu de Terre des Hommes vers ces conflits-là. C'est une réaction humaine de voir qu'est-ce qui se passe et de réagir de suite. Et donc, nous, on garde dans la tête le fait que c'est juste, avoir ces outils comme l'IDA, s'assurer que nos procédures en interne sont optimisées, ce qui va nous permettre de réduire des coûts pour pouvoir utiliser des fonds ailleurs. Donc, voilà comment la machine fonctionne au niveau du conseil. Voilà, j'arrête là. Nadine, on ne t'entend pas. Alors, attends. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci Françoise, puisque moi, je fais partie de ceux qui ont mis en place sur le terrain. Donc, c'est vrai que IEDA, c'est extraordinaire. C'est passé d'un petit projet à quelque chose qui grandit au niveau du gouvernement. Et parce qu'il y a vraiment cette réflexion, si tu veux, online, offline. Donc, c'est vrai, nous, on est ici, ça marche, etc. Donc, moi, j'ai la chance de travailler dans 22 pays, dans des pays émergents. Donc, si tu veux, je peux comparer. Maintenant, la vraie problématique quand on parle de digital, et je pense qu'il faut se rappeler, c'est ce qu'on fait au niveau, enfin, ce que Terre des Hommes fait au niveau du groupe et ce qu'on fait sur le terrain. Parce que sur le terrain, même avoir une conversation WhatsApp, si tu veux, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut bien savoir de quoi on parle dans le digital. Il y a des outils qui sont là pour gérer un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'au niveau des migrants, on a essayé de mettre en place toute une série de choses avec des logiciels qui ressemblent à IEDA et des choses comme ça. Mais au quotidien, ce n'est pas simple. Donc, tu peux définir ce que tu veux
au niveau du corporate. Maintenant, sur le terrain, c'est différent. Et il faut vraiment, ça c'est vraiment ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut mettre en place toutes les règles, mais quand, je veux dire, sur une semaine, tu arrives à avoir 10 minutes de conversation WhatsApp avec quelqu'un sur le terrain au Burkina, bah, tu es bien contente, quoi. Donc, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. C'est un commentaire sur le fait qu'il faut faire attention quand on parle de digital, je veux dire, dans ce que nous, on voit en Europe, et ce qui est sur le... C'est en ça que j'interviens dans ce genre de choses, parce que moi, depuis des années que je travaille dans les pays émergents, quand j'arrive à faire 1 heure de conversation sans être interrompue par la pluie, par le vent, par je ne sais pas quoi, tu arrêtes la saison des pluies au Burkina, tu passes sur l'harmattan qui est tellement violent que tu n'as plus aucune antenne. Donc, je veux dire, il faut rester redonner sur un monde réel et réalisable. Ce qu'on fait en Europe n'est pas ce qu'on fait sur le terrain. Point. C'était ça sur lequel je voulais. Et on fait au mieux qu'on peut avec la situation qu'on peut. Oui, c'est absolument. Virginie, tu avais une question. C'est à la fois les enjeux technologiques et les enjeux de culture digitale des employés. On est bien d'accord. Il y a les deux volets. Virginie. Oui, j'ai 2 questions. La première, donc, Rania, vous nous avez expliqué que vous avez été onboardée dans le conseil de fondation justement pour vos compétences digitales. Je voulais savoir si à un moment donné, le conseil avait quand même décidé de challenger la stratégie digitale avec un expert externe. Parce que c'est aussi une configuration qui peut se voir dans certains conseils d'administration, de se dire on a quand même des compétences en interne, mais on va peut-être chercher sur un aspect particulier un expert pointu sur le sujet qui puisse nous challenger. Est-ce que vous avez eu recours à cette méthode? Question numéro 1. Elle m'est adressée. L'une ou l'autre. Moi, je peux donner peut-être, Françoise, elle a aussi d'autres, parce qu'au niveau du conseil du CODIR, comité de direction, aussi, ils peuvent aller chercher des experts. Au niveau du comité de direction, je joue ce rôle. Donc, j'ai dû revoir avec Françoise, et en fait, le fait que j'ai validé que c'est aligné à ce qu'on voit en dehors de l'organisation, et que ça peut nous amener à répondre à notre stratégie et à implémenter notre stratégie globale, c'était suffisant pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin, ça c'est sûr. Françoise? Merci beaucoup. Oui. En fait, avant mon arrivée, puisqu'il n'y avait pas cette compétence, il y avait eu une consultante qui avait fait une recommandation. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été une barrière, parce que quand je suis arrivée, moi, j'ai regardé ce qui se passait et j'avais l'idée de ce qu'il fallait faire. Puis on m'a dit, ah non, mais il faut absolument que tu réutilises ce qui a été fait par la consultante, parce qu'on a dépensé des sous, donc on ne peut pas tout mettre à la poubelle. Or, moi, j'avais envie de mettre tout à la poubelle. Donc, voilà. À utiliser à bon escient, je dirais. Parce que, oui. Voilà. C'était pas forcément pour aller chercher toute la compétence à l'extérieur, mais dire, voilà, nous, on a pensé quelque chose au niveau de la direction, au niveau du conseil, et puis on fait corroborer par quelqu'un d'extérieur sans que ce soit engageant en termes d'implémentation de la stratégie. Mais donc, je merci pour la réponse sur cette question. La deuxième question, c'est dans la présentation, on voit qu'une transformation digitale, ça s'accompagne en fait d'une transformation en profondeur de toute l'organisation. En termes de processus, de gouvernance, parfois même de format d'équipe. Est-ce que, Françoise, quand tu présentes cette stratégie de transformation digitale au conseil, tu mets tout le package, c'est-à-dire également ce que cela implique en termes de transformation d'organisation qui va avoir des impacts pas que sur les outils, mais sur tous les hommes autour, enfin les hommes et les femmes, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, je dirais, si je devais définir le rôle de mon département en un mot, c'est le change management. Que ce soit sur l'innovation, sur la gestion des connaissances, sur la gestion de la donnée ou sur la digitalisation, je ne fais que de la transformation. Et la transformation, elle passe toujours, en fait, c'est les mêmes recettes que j'applique depuis plus de 20 ans, ça passe toujours par la définition d'une vision, la mise en place d'une gouvernance, la mise en place des indicateurs, le changement culturel, on l'a dit, la formation des gens, l'adhésion au projet, et puis après, la réalisation d'activités concrètes qui vont montrer que c'est utile.
Donc, en fait, moi, j'ai toujours eu cette approche de dire, il faut être pragmatique. Si on a des quick wins, ben, on les fait. Comme ça, tout de suite, on montre que ça marche. Puis après, il y a des trucs qui vont prendre 4 ans. Comme je l'ai dit, la connectivité, c'est un projet qui nous a pris 4 ans. Mais voilà, dès qu'on a un site qui est connecté, qui n'était pas la veille, à la limite, on peut dire, bah, voyez, ça marche. Donc, en fait, voilà, pour chaque chose que j'entreprends, je dirais, c'est effectivement tout le package. C'est pas, et c'est ça souvent le problème quand on parle de transformation digitale, on vient avec l'angle de la techno, est-ce que je dois choisir tel ERP ou tel autre, mais c'est pas le sujet. C'est pas Le le sujet, sujet. c'est un sujet business. Voilà. Oui. Donc, Et le conseil a conscience de tout ce qui va autour de justement ce choix de stratégie digitale. Oui. Mais oui. Rania dit Ouais, oui, donc je lui fais Oui. confiance. c'est Apparemment, oui. exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, on a besoin de ça pour implémenter notre stratégie. Notre stratégie est basée sur le fait qu'avec cette digitalisation, on va pouvoir faire ce qu'on veut faire, parce que sinon, on est bloqué. Merci. Il est 13h30, donc on va malheureusement se quitter. On aurait certainement, moi j'aurais aimé poser d'autres questions, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Enfin, je pense qu'on atteint vraiment nos objectifs, parce que c'est super intéressant d'avoir votre témoignage à toutes les deux, la vision opérationnelle, la vision du conseil, et puis sur un sujet qui touche les fondations, mais qui touche aussi toutes les entreprises, parce que finalement, c'est plus ou moins le même sujet, même si le business n'est pas le même. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Et puis, le but aussi, c'est qu'on crée aussi un réseau au sein de cette commission numérique et de ces cafés numériques. Donc, c'est très sympa de pouvoir se retrouver régulièrement. Donc, la prochaine fois, c'est le 9 décembre sur la protection des données. Et puis, on aura aussi un expert, donc cette fois-ci, un expert qui n'est pas membre du cercle, mais qui est membre de la commission numérique. Et puis, une administratrice, Isabelle Augsburger, qui est déjà intervenue, mais qui va réintervenir en tant que présidente de son conseil d'administration et puis experte de numérique cybersécurité. Et puis aussi, si certaines d'entre vous veulent partager des témoignages ou des sujets dans lesquels elles sont expertes autour du numérique, surtout, n'hésitez pas à vous manifester. Vous pourrez intervenir. C'est aussi le but de ces cafés numériques, c'est que les membres puissent intervenir et voilà, présenter, être visible et présenter des sujets autour du numérique. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à Et vous. puis, C'était Merci un très beaucoup, bon c'était échange. passionnant. merci beaucoup Super. pour votre intervention. C'était vraiment très intéressant. Merci À bientôt. À la revoir, prochaine bonne journée, fois. au revoir. Bon Au revoir. après-midi, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Coralie.